Un homme a baissé ses doses, exprès pour peindre l'instant précis où il allait cesser d'être lui-même. Tu entres dans un musée. C'est un endroit qu'on a inventé pour ne pas oublier. On y accroche ce qui a failli disparaître et on se tient devant, en silence, pour le garder un peu plus longtemps. Mais celui-ci a un défaut. Toutes les toiles, ici, regardent vers toi. Et l'homme qui les a peintes passait ses nuits terrifié à l'idée qu'on puisse voir à l'intérieur de lui. Il s'appelait Brian Charnley. Retiens ce nom. De son vivant, presque personne ne l'a fait. Il naît un matin d'automne, le 20 septembre 1949, dans une ville du nord posée près d'un fleuve gris. Il naît à deux, un frère jumeau quelque part dans la même pièce. Toute sa vie, il y aura sur Terre quelqu'un qui porte exactement son visage. Garde cette image, elle reviendra. Deux visages identiques et l'un des deux qui, lentement, va cesser de se reconnaître dans le sien. L'enfance change d'adresse comme on change de décor, une ville, puis une autre, au gré du travail du père. Un enfant qui apprend très tôt que le sol sous ses pieds n'est jamais tout à fait à lui. Et très tôt, aussi, il sait faire une chose que les autres ne savent pas. Regarder un visage et le rendre. L'été de ses 18 ans, quelque chose cède pour la première fois. Pas de fracas, un effondrement silencieux qui le plie en deux. Il se relève, serre les dents, termine quand même son année d'art, comme si la chose qui venait de s'ouvrir en lui pouvait se refermer par la seule volonté. L'année suivante, une grande école de la capitale lui ouvre ses portes. Il n'ira pas au bout. Une seconde fois, le sol se dérobe. Et cette fois, on met un mot dessus, un mot qui ne se referme pas, un mot qui le suivra jusqu'à la dernière toile de ce musée. La schizophrénie. Suivent des années sans contour, il retourne chez ses parents, des séjours à l'hôpital, des retours d'autres séjours, et un traitement qu'on réservait alors au cas qu'on ne savait plus tenir. Le courant électrique traversant les tempes pour remettre de l'ordre dans une pensée qu'on jugeait en désordre. Imagine qu'on essaye de réparer ta façon de penser, avec de l'électricité. Pendant ces années, l'homme qui savait rendre un visage n'en rend plus aucun, pas même le sien. Puis, il décide de recommencer. Un logement à lui, un chevalet, un choix entêté, réussir. Et que peint-il d'abord ? Des fleurs ? D'immenses fleurs nettes, précises comme des photographies. La beauté la plus simple, la plus sûre. Comme si, en couvrant ses toiles de pétales, il pouvait tenir à distance l'autre chose, celle qui vivait derrière ses yeux et n'avait rien de joli. Ça n'a pas duré. Un jour, il pose les fleurs et il commence à peindre ce qu'il y a dedans. Les voix, la sensation d'être épié. Il invente une langue à lui, des bouches, des clous, des têtes empêchées, pour dire l'intérieur sans l'expliquer. Le monde commence à peine à regarder. Un hôpital achète quelques toiles, une galerie lui offre une exposition. Des miettes d'art, trop peu, recouvertes chaque fois par le poids du quotidien et la chimie lourde qu'on lui prescrit. Car c'est le marché qu'on lui propose, le seul. Pour tenir debout dans le monde, il doit s'absenter de lui-même. Les médicaments éloignent les voix, mais ils éloignent le peintre avec. Nous voici tout en haut. C'est ici que commence la dernière année. Au printemps, il appelle son frère, celui qui a son visage. Il va arrêter les médicaments, volontairement, et peindre ce qui vient, un autoportrait après l'autre, à mesure que la chimie quitte son sang, jusqu'à ce qu'on ait sous les yeux, dit-il, le portrait entier d'un homme et de sa folie réunie. Il a déjà peint la maladie, mais toujours protégé, à demi endormi, le pinceau tenu par un homme à moitié absent. Cette fois, il veut enlever les gants. La vérité. Nu. L'homme qui mourait d'être vu vient de décider de tout montrer. Et nous, on redescend avec lui. Le premier tableau, du 11 au 16 avril, le premier visage est en ordre, net, une chemise bleue, le regard posé, les paupières lourdes de quelqu'un qui dort beaucoup. Un portrait sage, presque ennuyeux, le genre de visage qu'on croise sans le retenir. Il prend encore tout ce qu'on lui donne, c'est le seul, ici, qui ressemble à ce qu'on attend d'un homme. Le tableau numéro 2, le 20 avril, et quelque chose, derrière son oreille, commence à pousser. Une oreille d'animal. Il se sent comme une bête traquée,
La personne au-dessus de lui entend ce qu'il pense et lui répond pour le tenir cloué. Des lignes ondulent hors de son crâne, des ondes qu'il émet, dit-il, et qu'on peut lire. Le mur, déjà, n'est plus tout à fait droit. « 23 avril, la concentration l'abandonne. Le visage tourne au graffiti maladroit comme tracé par une main qui n'obéit plus. Des croix sur les yeux. Il se croit aveugle quand tous les autres semblent lire à travers le monde et jusqu'à dans sa tête. Une croix sur la bouche, muet. Il n'a rien à leur répondre. Ce jour-là, il écrit 2 mots au bas de la toile. L'amour fait mal. Le lendemain, tout se désagrège d'un coup. Des cornes lui sortent du crâne et ces cornes sont des bouches. Plus Dieu, la bouche cousue, et sur le cerveau des taches rouges. Ce n'est pas de la peinture, c'est son sang, le sien, versé exprès pour qu'une douleur sans mots ait enfin une couleur. Quelque chose qu'on ne peut pas faire, écrit-il, tant que les calmants vous tiennent. Il sait qu'il ne tiendra plus longtemps. Le 29 avril, une force le possède. Ne pas fumer ou le désastre. Il marche des heures, jette son tabac. Il avale les comprimés par poignées pour faire taire la chose. 15 d'un coup et rien. Puis le téléphone sonne, son jumeau. Quelques mots vrais et la force lâche d'un seul coup. Ce ne sont pas les médicaments qui l'ont sauvé ce soir-là. C'est une phrase. Il écrit que l'amour est étrange. Le 2 mai, le corps réclame son dû. La chimie retirée trop vite se venge, plus aucune énergie. Alors il remonte la dose. Le compteur, pour la première fois, repart vers le haut. Il se peint en chrysalide, engourdi au ralenti. Un oiseau, l'esprit écrasé sous une larve. Une corde à linge ou peint, en plein jour, tout son linge sale, ses pensées, exposées qu'il ne peut plus cacher. Le tableau numéro 7, le 6 mai, revenu à la dose pleine, mais la paix ne revient pas. Il se sent devenu une cible. Un clou lui ferme la bouche. Pas de vraie langue, dit-il, seulement de quoi flatter, séduire, et le poids d'un amour qui a fini en tragédie. D'autres clous lui ferment les yeux. Les autres lisent le monde et lui reste aveugle. On l'a éloigné des femmes par prudence. Il s'éteint poliment. Le 14 mai, l'ego se fend par le milieu, comme une cellule qui se divise sous l'attaque. Une plaie, et sous la plaie, une culpabilité qui remonte. Une femme, autrefois, qu'il croit avoir poussée au pire. Un corps brisé dans une chute. Il se sent du mauvais côté de tout, condamné d'avance, sans autre issue que l'humiliation. Il accepte sa défaite. Et il a mal, quand même, tout le temps. Le 18 mai, il a encore réduit. Il dort moins, la diffusion de la pensée devient insoutenable, il peint son cerveau comme une bouche énorme, ouverte, qui agit sans lui. À gauche, là où bat le cœur, une masse de chair à vif. La vieille blessure. En bas, un pied pousse la bouche pour la forcer à parler, à tout répandre, divisé contre lui-même par lui-même. Le 23 mai, il se fatigue d'avoir à tout expliquer. Le bleu de la dépression gagne le fond. Une voix dans la rue, l'atteint, en pleine pensée et le vide d'un mot, comme si l'inconnu dehors avait lu ce qu'il croyait secret. Pire, les postes de radio, les écrans dont les ondes s'en mêlent aux siennes et l'exposent nu à tout le pays. Le crâne n'a plus de mur. Cette toile-là, aucun grand musée ne la possède. Elle n'existe presque qu'ici. C'est un cœur brisé, à gauche, encore, peut-être l'origine de tout. Et à droite, des pattes d'araignée, ses inhibitions et la sensation glaçante de ses pensées qui remontent et s'échappent. Il écrit qu'il s'approche d'une expression de plus en plus aiguë de sa maladie, comme s'il descendait, lui aussi, un escalier.
Le 8 juin, les pattes d'araignée deviennent le centre de tout. Mais cette fois, il tente de les apaiser. Il les peint qui rayonnent depuis le crâne et perdent leur force en s'éloignant. L'idée le console, qu'une chose, en s'écartant du cœur, finisse par se dissiper. Une pensée vraie naît, claire, et à l'instant même de naître, une flèche venue d'un autre la transperce. Est-ce la toute vérité de mon état ? Il découvrira que non. Le 13 juin, il a presque tout coupé. Les voix le harcèlent, on colporte son passé pendant qu'il ne sait rien de celui des autres. Il se peint la tête comme des œufs vidés, un crâne qu'on a aspiré jusqu'au dernier secret pour rassasier l'appétit de ceux qui ont un pouvoir sur lui. Et il fait entrer la toile, une nuée de corbeaux noirs au-dessus d'un champ. Le vieux signe de la fin approche. Les oiseaux, dit-il, ce sont aussi ses pensées qui s'envolent. Le 19 juin, veulent-ils seulement faire la fête ? Une intrusion dans sa vie intérieure, comme si chacun, désormais, gardait un pied dans l'embrasure de sa porte pour qu'elle ne se ferme jamais. La bouche clouée, la langue liée, il n'a plus aucune réponse à leur opposer. Le 27 juin, il se peint transparent. Un homme minuscule s'accroche à une manette et tente de piloter l'impossible. Le moi, cloué, tenu écartelé. Et en dessous, une bête rouge muselée, la colère qu'il ne peut jamais dire. Puis, une trouée. Pour la première fois, il comprend. Ce n'est pas le monde qui l'espionne. C'est la peur, née de cette colère tue, qui fabrique les voix, la télépathie, tout ce qu'il croyait subir. La lucidité arrive. Il veut continuer, tout assembler, faire de ses visages un seul document, dire ce que c'est qu'être un homme est fou à la fin d'un siècle. Il ne le pourra pas. Le 12 juillet, un chant de bataille, quelques mots encore, empruntaient une chanson, l'idée que les cartes qu'on tient ne valent rien, à moins de venir d'un autre monde. Puis il pose le crayon. Il n'écrira plus. Le 19 juillet, la dernière salle ne contient qu'un chevalet. La toile, dessus, n'a pas de texte, juste une date. Le rouge et le jaune, partout, la couleur revenue de l'angoisse. On l'a trouvé là, dans son atelier, le matin où il s'en est allé. Il avait 41 ans. 17 fois, il avait peint son visage pour qu'on soit forcé de le regarder. La 17e, il n'y avait plus de mots, seulement le visage et la date. Maintenant, arrête-toi et regarde ce que tu es en train de faire. Tu es debout dans un bâtiment plein d'yeux peints et tu les fixes l'un après l'autre. Toute sa vie, il a eu peur de ça, d'être vu jusqu'au fond, lu sans permission, traversé. C'est exactement ce que ce musée te demande de faire. Tu es l'œil qu'il redoutait. Et tu es aussi la seule raison pour laquelle il est encore là. 4 ans après sa mort, ces 17 visages ont été accrochés dans l'une des plus grandes galeries de portraits du pays. Le monde a fini par le regarder, quand il ne pouvait plus le voir. On était venu regarder la folie d'un autre, on repart en se demandant depuis quand on en fait partie. Il disait que la seule réponse qu'il connaissait à la folie, c'était de voir les étoiles à travers les cicatrices. Il en a laissé 17, le musée garde les cicatrices, et il a passé sa vie à se croire regardé. Et il l'était, par toi. Seulement, tu arrives maintenant, quand il n'en reste que le visage et la date.